Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dans la vidéo précédente, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Nous sommes accentués plus sur le côté technique. Donc, je disais, il y a le côté technique, il y a le côté réglementaire et il y a le côté financier. Côté financier, voilà, un stagiaire, il n'a pas toujours accès, quoi, parce que faire une analyse financière, avec beaucoup de paramètres financiers. Voilà, l'ingénieur, c'est plus le côté technique. Voilà, la réglementation, il n'est pas toujours habitué, mais il s'adapte en s'intégrant dans le bureau d'études. Donc là, on a vu le côté technique avec le hangar, comment le dimensionner, etc. Donc là, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est peut-être d'aller sur Internet et puis chercher, par exemple, un document sur, par exemple, comment lire ou comprendre une analyse géotechnique, quoi. Voilà, même sur YouTube, vous pouvez voir comment lire un document, parce que le bureau d'études va envoyer un document d'analyse géotechnique pour le sol et une analyse de structure. Donc, ce qui est sûr, ils vont vous faire un résumé et puis vous les aurez au téléphone, ils vont vous dire ce qu'il y a, ce qu'il y a. C'est souvent des rapports de 100 pages, 150 pages, donc voilà, et c'est très technique. Donc, vous ne maîtrisez pas toujours les différents leviers, les paramètres avec lesquels ils ont implémenté le projet, les paramètres qu'ils ont mis au sol et tout et tout. Donc, vous voulez juste connaître les grandes lignes et tout et tout et tout et tout. Pourquoi on doit faire du renfort de structure? Parce que, par exemple, nous sommes en zone de vent telle, donc le vent est très élevé ici. Pourquoi on doit faire, par exemple, une étude de sol ou des piquets? Pourquoi vous nous proposez des piquets à 1,50 m au-dessous du sol ou par rapport au pied, au, au pied ou bien au treillis soudé qu'on peut mettre simplement en surface, quoi. Donc, ils vont vous expliquer ça au téléphone ou bien dans un petit résumé qui est accessible à tous. Maintenant, le document technique proprement dit, vous n'avez pas forcément les différents éléments pour pouvoir l'analyser, mais vous pouvez vous former dessus parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, quoi. Vu que vous travaillez de commun accord avec plusieurs bureaux d'études, donc comment vérifier si ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils vous ont envoyé en termes de rapport est souvent bien. Donc, le problème en bureau d'études, c'est que quand on envoie un rapport comme ça, moi, quand on envoie un rapport comme ça, le responsable, lui, ne peut pas lire un document qui a toutes ces données. Donc, il va donner au stagiaire. Ah, le stagiaire, c'est jamais facile, hein. Le stagiaire, donc, lui, va essayer de lire tout le document, sachant il est bleu, il est nouveau, il ne sait pas comment faire. Donc, c'est une sorte de punition aussi, voilà, que je peux dire, hein, parce que tu donnes un bleu, un nouveau, un stagiaire à peine arrivé 1 mois, 2 mois dans un bureau d'études, vous lui remettez un document technique qui n'a rien à voir avec le solaire. Bon, il sait qu'il déchiffre ça comment. Donc, c'est aussi une manière de voir votre détermination. Donc, il faut essayer de lire et vous devez faire une fiche synthèse que vous devez remettre au patron, au chef de projet, à votre encadreur. Donc, tout ça, c'est une façon de vous évaluer aussi. Donc, vous ne pouvez pas refuser. Donc, vous êtes obligé de vous donner à la tâche. Donc, si vous voulez savoir comment comprendre le descriptif d'un rapport d'analyse géotechnique ou de structure, vous cherchez sur Internet, vous prenez un rapport, vous essayez de le comprendre, ou bien vous allez sur YouTube, ou bien d'autres, je ne sais pas, toutes les plateformes qui puissent exister, vous allez vous renseigner. Si vous avez aussi des amis, des collègues qui ont fait ce type d'études, c'est encore plus facile, quoi. Et puis, bon, ce qui est bien aussi en bureau d'études, vous avez un ensemble de contacts. Donc, tu peux rentrer dans la base de données, répondre à un contact et puis de temps en temps poser des questions un peu intelligentes ou intelligibles. Et voilà, pas tous les jours, quoi. De temps en temps, donc, tu peux poser une question, ça, comment vous avez fait? Et au fur et à mesure, si la personne de l'autre côté, au bout du fil, est très attentionnée ou très ouverte, donc elle peut de temps en temps t'expliquer. Et voilà, sur une période de 6 mois, tu auras au moins fait le tour des questions et tu auras quand même un petit résumé à savoir. Donc là. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dans la vidéo précédente, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Nous sommes accentués plus sur le côté technique. Donc, je disais, il y a le côté technique, il y a le côté réglementaire et il y a le côté financier. Côté financier,
voilà, un stagiaire, il n'a pas toujours accès, quoi, parce que faire une analyse financière avec beaucoup de paramètres financiers, voilà, l'ingénieur, c'est plus le côté technique, voilà, la réglementation, il n'est pas toujours habitué, mais il s'adapte en s'intégrant dans le bureau d'études. Donc là, on a vu le côté technique avec le hangar, comment le dimensionner, etc. Donc là, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est peut-être d'aller sur Internet et puis chercher, par exemple, un document sur, par exemple, comment lire ou comprendre une analyse géotechnique, quoi. Voilà, même sur YouTube, vous pouvez voir comment lire un document, parce que le bureau d'études va envoyer un document d'analyse géotechnique pour le sol et une analyse des structures. Donc, ce qui est sûr, ils vont vous faire un résumé et puis vous les aurez au téléphone, ils vont vous dire ce qu'il y a, ce qu'il y a. C'est souvent des rapports de 100 pages, 150 pages, donc voilà, et c'est très technique. Donc, vous ne maîtrisez pas toujours les différents leviers, les paramètres avec lesquels ils ont implémenté le projet, les paramètres qu'ils ont mis au sol et tout et tout. Donc, vous voulez juste connaître les grandes lignes et tout et tout et tout et tout. Pourquoi on doit faire du renfort de structure? Parce que, par exemple, nous sommes en zone de vent telle, donc le vent est très élevé ici. Pourquoi on doit faire, par exemple, une étude de sol ou des piquets? Pourquoi vous nous proposez des piquets à 1,50 m au-dessous du sol ou par rapport au pied, au, au pied ou bien au treillis soudé qu'on peut mettre simplement en surface, quoi. Donc, ils vont vous expliquer ça au téléphone ou bien dans un petit résumé qui est accessible à tous. Maintenant, le document technique proprement dit, vous n'avez pas forcément les différents éléments pour pouvoir l'analyser, mais vous pouvez vous former dessus parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, quoi. Vu que vous travaillez de commun accord avec plusieurs bureaux d'études, donc comment vérifier si ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils vous ont envoyé en termes de rapport est souvent bien. Donc, le problème en bureau d'études, c'est que quand on envoie un rapport comme ça, moi, quand on envoie un rapport comme ça, le responsable, lui, ne peut pas lire un document qui a toutes ces données. Donc, il va donner au stagiaire. Ah, le stagiaire, c'est jamais facile, hein. Le stagiaire, donc, lui, il va essayer de lire tout le document, sachant il est bleu, il est nouveau, il ne sait pas comment faire. Donc, c'est une sorte de punition aussi, voilà, que je peux dire, hein, parce que tu donnes un bleu, un nouveau, un stagiaire à peine arrivé, un mois, 2 mois dans un bureau d'études, vous lui remettez un document technique qui n'a rien à voir avec le solaire. Bon, il sait qu'il déchiffre ça comment. Donc, c'est aussi une manière de voir votre détermination. Donc, il faut essayer de lire et vous devez faire une fiche synthèse que vous devez remettre au patron, au chef de projet, à votre encadreur. Donc, tout ça, c'est une façon de vous évaluer aussi. Donc, vous ne pouvez pas refuser. Donc, vous êtes obligé de vous donner à la tâche. Donc, si vous voulez savoir comment comprendre le descriptif d'un rapport d'analyse géotechnique ou de structure, vous cherchez sur Internet, vous prenez un rapport, vous essayez de le comprendre, ou bien vous allez sur YouTube, ou bien d'autres, je ne sais pas, toutes les plateformes qui puissent exister, vous allez vous renseigner. Si vous avez aussi des amis, des collègues qui ont fait ce type d'études, c'est encore plus facile, quoi. Et puis bon, ce qui est bien aussi en bureau d'études, vous avez un ensemble de contacts. Donc, tu peux rentrer dans la base de données, répondre à un contact et puis de temps en temps poser des questions un peu intelligentes ou intelligibles. Et voilà, pas tous les jours, quoi, de temps en temps. Donc, tu peux poser une question, ça, comment vous avez fait? Et au fur et à mesure, si la personne de l'autre côté, au bout du fil, est très attentionnée ou très ouverte, donc elle peut de temps en temps t'expliquer. Et voilà, sur une période de 6 mois, tu auras au moins fait le tour des questions et tu auras quand même un petit résumé à savoir. Donc là, le document est volumineux, vous voyez un peu, 450 pages. Donc il a du mal à l'ouvrir. C'est compliqué. Donc voilà, il faut aller, vous regardez le sommaire et vous allez regarder ce qui vous intéresse. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi il a mis comme ça. Le document est volumineux. Donc vous regardez un peu le sommaire, voilà le contexte, diagnostic socio-économique, etc. Le type de quartier, c'est compliqué, hein. Moi, je ne peux pas lire ça. Donc, je vous montre seulement. Donc là, on va fermer ça. Là, vous avez le PADD. Donc voilà, vous cliquez aussi. Il va vous montrer les documents du plan d'aménagement et de développement, tout ce qui est prévu à faire dans la zone. Donc voilà, vous allez lire. Bon, souvent, ce document, on ne le lit pas. On ne le lit pas, on lit souvent le rapport
On lit souvent le règlement de la zone. Bah, ça, c'est d'autres informations. On lit le règlement de la zone et les zones annexes. Vous voyez un peu. Donc, le plus important, c'est celui-là, le règlement et les annexes. Donc, les autres, là, on ne lit pas. Donc, moi, je m'intéresse plus au règlement qui est spécifique à cette parcelle-là. Donc, moi, je vais sur le règlement. Vous voyez un peu, il faudra lire. Là, il charge. Donc, notre zone, c'est une zone UA ou bien agricole. C'est agricole. Ouais, c'est le même document que tout à l'heure. Mais là, vu qu'on est à l'endroit exact, voilà. Ça, quand on a cliqué là, le point là, il nous a indiqué qu'ici, nous sommes en zone verte, zone A, agricole. Donc, quand je suis sur le document, le règlement, je ne lis pas tout ça là. Je laisse tout ça là. Je viens juste lire les dispositions qui sont spécifiques à la zone A. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est une manière de mieux travailler. Je ne peux pas lire tout ça. Quand je viens ici, il m'a donné zone classée A. A des agricoles. Donc, je ne peux pas lire toutes les pages là je ne vais pas m'en sortir. Bon, au début, quand vous êtes stagiaire, vous ne savez pas ça. Au début, bon, on ne vous dit pas aussitôt. Vous lisez, ça avec le temps que vous comprenez. Donc, là, moi, je suis en zone A. Donc, je dois venir à quelle zone? Des dispositifs des zones agricoles. Donc, 97. Si je veux, je viens ici à 97. Donc, dispositions applicables aux zones agricoles. Donc, je vais lire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je vais voir les différentes prescriptions qui sont prévues. Vous voyez un peu ce qui est interdit, ce qui est autorisé. Vous voyez un peu. Donc, il faudra lire tous ces documents-là. Par exemple, là, vous avez l'emprise au sol. Ils disent l'emprise au sol maximale de construction est limitée à 50%. Vous voyez un peu. Donc là, j'ai un coefficient d'emprise au sol de 50%. Ce qui veut dire, par exemple, que quand on vient ici, par exemple, là, moi qui ai voulu construire sur tout ça là, donc avant de construire ça, je dois d'abord mesurer toute la superficie, mesurer une surface de ce point-là, ce point, ce point, ce point, ce point et ce point. Donc, il me donne 18 980 mètres carrés. Donc, ça, c'est la surface totale. Donc, je dois venir mesurer aussi la surface de ce bâtiment-là. Et ce bâtiment-là ne doit pas dépasser la moitié de ça, vu que le coefficient d'emprise au sol est à 50%. Donc, rien qu'à vue d'œil, je sais déjà que là, on est à moins de 50% sur toute cette parcelle-là. Donc, le projet peut être fait, quoi. Donc, si, par exemple, au moment où j'avais dimensionné, moi, je n'ai pas pris en compte ça parce que c'est étape par étape. Je dois maintenant revenir ici et refaire des modifications. Par exemple, dire au client ou au potentiel client, voilà, parce qu'il n'a pas encore accepté, lui dire, par exemple, que le bâtiment que vous demandez, qui est de 30 fois 89, par rapport au coefficient d'emprise au sol donné par le règlement, on ne peut pas vous l'avoir vu que votre parcelle est limitée, votre construction sur cette parcelle est limitée à 50%. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce document-là qui permet de savoir ça. Par exemple, là, vous avez la hauteur maximale des constructions. Vous allez lire, on va vous dire, par exemple, on ne doit pas dépasser tel nombre de mètres sur ce bâtiment. Vous voyez un peu la hauteur des bâtiments. Je vais zoomer pour que vous essayez aussi de lire un peu. Donc, si ça, c'est vraiment le document le plus important. Après ce document, c'est les annexes. Moi, les autres, je ne lis pas. Donc, les PADD, ça c'est bien pour les gens qui veulent construire les autres trucs. Mais moi, ce document, ce qui me concerne, c'est ça. Donc, la hauteur de construction à destination autre que les bâtiments d'exploitation agricole, autres que les bâtiments d'exploitation agricole, ne peuvent excéder 7 mètres mesurés à partir du terrain naturel à l'égout du toit et 10 mètres au fêtage. Un dépassement de 1 mètre pourrait être toléré afin de prendre en compte la déclivité du terrain. Bon, ça c'est un gros français. Les hauteurs des bâtiments d'exploitation agricole ne peuvent excéder 12 mètres au point le plus haut. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au... Donc vous voyez un peu, là on vous dit déjà que votre hangar là, il ne doit pas dépasser 12 mètres. Donc 12 mètres en hauteur, c'est quand même trop. Donc il faut savoir déjà que là, c'est pas un terrain où on peut construire des maisons en étage. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce document-là. Maintenant, il y a les exceptions. Donc, il n'est pas fixé des règles pour les équipements publics d'intérêt collectif. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu tout ce qu'il faut lire. Donc, les constructions localisées dans l'axe cône vu, répété, plan 16, ne doivent excéder 10 mètres.
Donc, l'aspect extérieur des constructions, des abords, c'est ce document-là que vous devez vraiment lire, mais juste la partie qui vous intéresse, donc la partie A. Donc là, par exemple, les normes techniques à respecter pour les places de stationnement, dimensionnement, longueur. Moi, je vais chercher, par exemple, quand on construit à combien de mètres de la limite des propriétés, quoi. Donc, vous voyez un peu. Donc là, on est dans les zones naturelles, maintenant, les zones naturelles et forestières, la zone N. Donc, vous avez vu que tout ce document-là, à partir de 92, je pense, ça là, vous pouvez le lire en moins d'une heure et vous allez faire un petit résumé de tout ce qu'il y a à savoir sur votre parcelle. Donc, quand vous faites ce petit résumé-là, donc, immédiatement, vous pouvez dire, par exemple, à votre responsable que, bon, là, on a l'emprise au sol à respecter par rapport à la surface de départ. Donc, pour savoir la surface de départ, vous venez sur ici, vous prenez l'outil de mesure, par exemple, là. C'est quel outil? Surface, mesurer. Voilà, mesurer une surface. Donc, vous prenez l'extrémité, les extrémités. Bon, je l'ai fait tout à l'heure ici. Donc, voilà. Vous faites avec l'outil qui vous convient le mieux, quoi. Donc, voilà. L'emprise au sol, c'est très important. Conditions de mesure. Donc, voilà. Ça, c'est la partie qu'il faut vraiment, il faut lire. Bon, là, il y a un élément que je ne vois pas. C'est la limite de construction par rapport aux voisins. Vous voyez un peu. C'est ce qui manque juste. Donc, c'est un peu ça. Ce document est très important. Donc, moi, je ferme. Je passe à autre chose. Je viens maintenant aux annexes. Vous voyez un peu. Donc, là, il y a beaucoup d'annexes. Qu'est-ce qui vous intéresse ici? Qu'est-ce qui ne vous intéresse pas? Donc, là, il faut voir tout ce qu'il y a là. C'est les annexes. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus souvent, c'est lire l'annexe du PPRI. Donc, le plan de prévention des risques d'inondation. Donc, le plan de prévention des risques d'inondation. Je vais lire sur le risque, la manière dont il est catégorisé. Donc, on va voir si on peut prendre le risque de construire, si on ne doit pas construire. Donc, s'il y a un risque d'inondation déjà dans la zone, là, vous avez par exemple l'exposition des motifs, contexte réglementaire, le plan au risque, PPR et les assurances. Donc, si je sais déjà qu'il y a un risque d'inondation. Donc, il faut savoir que mes fondations devraient soit surélevées pour qu'elles ne soient pas surprises, par exemple, dans le hangar de stockage, quoi. Donc, voilà. Le plan de risque inondation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire, mais ça veut dire de prendre en compte ce risque au moment de la construction. Donc là, vous avez un peu, voilà, je ne peux pas lire des documents là à votre place, mais voilà, là, vous avez déjà une idée. Donc, vous savez comment on fait, par exemple, pour avoir les informations. On clique sur l'outil information et je clique sur la parcelle. Quand je clique sur la parcelle, ici, il y a une mise à jour automatiquement et ça me donne les informations concernant ma parcelle. Donc, la parcelle, vous voyez le A là, voilà, ce A là, il me dit on est en zone agricole. Donc, je viens en zone agricole. Mais quand on était vraiment éloigné, quand j'avais fait le plan global, donc on était sur une zone qui était plus vaste. Donc là, il nous a donné, par exemple, un plan de zonage qui était très très vaste, quoi. Or là, il est vraiment restreint et toutes les informations que j'aurai, c'est par rapport à cette parcelle-là. Et c'est comme ça qu'on travaille. Donc là, vous faites un petit résumé, vous allez dire à votre responsable ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut respecter en termes de documents. C'est un peu ça. Donc là, il y a encore un autre élément. Par exemple, vous venez sur un autre site. Ça, c'est maintenant le dernier site. Vous venez par exemple sur Google, vous allez par exemple sur GeoRisque, georisque.gouv. Voilà. Donc, tous ces sites-là, vous pouvez avoir accès, quel que soit où vous êtes situé. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je peux
zonage, la zone classée A. Donc, vous regardez le zonage. Donc, après, vous allez lire maintenant. Quand vous connaissez déjà le zonage, vous allez faire quoi? Vous allez lire le règlement de la zone et savoir s'il y a des choses que vous devez savoir. Vous devez savoir les coefficients d'emprise au sol, la limite de construction par rapport aux parcelles. Donc là, par exemple, on a vu que le coefficient d'emprise au sol, c'était de 50%. Donc vous mesurez la surface totale et la surface de votre parcelle, de l'emprise au sol de votre hangar, qui est de 30 multiplié par 89. Et je vois qu'il est vraiment en deçà de la moitié, quoi, parce qu'on était à 18 000 de la surface totale. Donc ça passe. Après, vous devez lire le règlement, voilà, prendre le PPRI et puis voilà, aller lire l'annexe. Dans l'annexe, vous allez trouver le PPRI. Voilà, vous lisez aussi, connaître les différents risques. Voilà. Et parce qu'en fonction de ces risques aussi, ça a un coût sur la structure. Parce que si on est en zone inondable, il faut des structures qui ne vont pas vaciller aux moindres intempéries. Et il faudra prévoir à mettre ou à surélever les différents éléments. Par exemple, la dalle doit être à un certain niveau par rapport au sol pour qu'on ne soit pas surpris par les eaux à certains moments. Mais c'est normal, c'est une zone par exemple agricole, donc là-bas on ne peut pas venir mettre des logements pour mettre quoi. Donc il y a un risque d'inondation. Donc si par exemple les cultures, les champs s'inondent, c'est pas assez mauvais parce que voilà, les fruits ils ont besoin de s'alimenter en eau, mais pas aussi une inondation qui va venir tout détruire ou ravager au passage. Donc c'est un peu ça, vous avez les informations sur la zone inondable. Et puis vous avez des servitudes à respecter. Voilà, donc ça, j'ai pas lu, j'ai pas eu le temps de bien parcourir doucement le document, mais voilà, vous avez des servitudes à respecter. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut savoir. Maintenant là, qu'est-ce que je peux ajouter encore en termes d'information? Et vous souhaitez, on va dire, bonne continuation. Donc là, vous avez toutes les informations en tant que stagiaire pour pouvoir démarrer. Donc, tout à l'heure, le micro était arrêté. Je ne peux pas refaire la formation. Vous allez prendre ça comme ça. Donc là, c'est un peu ça. Donc, les différents outils qu'on a utilisés, il ne faut jamais les oublier. Géoportail, accès sur Internet, vous tapez Géoportail. Ici, c'est quoi? PVG sur Internet. Ici, c'est l'outil de cartographie d'Enedis. Et ici, c'est Géoportail de l'urbanisme. Vous mettez l'adresse, etc., etc. Vous avez l'outil information ici. Vous pouvez venir ici, retirer certains documents. Si vous voulez avoir toute la vue là, vous décochez. Si vous voulez vous cocher, ça va venir couvrir ici. Donc, c'est un peu ça. Et puis, ici, par exemple, si vous voulez le cadastre uniquement, voilà, vous avez le cadastre. Bon, nous, on s'est servi du cadastre ici. Donc, plus besoin de mettre le cadastre ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, désolé, le micro n'a pas été activé. J'ai pas fait attention pendant l'enregistrement, mais je peux pas refaire ça. Donc, l'objectif, c'était de vous montrer comment faire pour l'étude de faisabilité d'un projet. Donc, voilà, vous avez vu sur le plan technique. Nous avons eu énormément de problèmes au niveau de notre enregistrement. Donc, nous n'avons pas fait attention, le micro était désactivé. Donc, voilà, veuillez nous excuser. Et puis, voilà, l'objectif, c'est d'apprendre. Je pense qu'en image, le plus important était déjà passé. Et voilà. Donc, voilà, la prochaine fois, nous allons essayer de nous atteler à vérifier les différents éléments techniques avec lesquels nous travaillons. Donc, veuillez nous excuser encore. Merci.
On peut, quelle est l'adresse par exemple? Je n'ai pas une adresse. Bon, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Je n'ai pas l'adresse en tête et là, la tête a déjà beaucoup tourné, je dois me reposer. Merci et à la prochaine vidéo.